Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous allons donc aujourd'hui célébrer le 24 février, une date historique pour beaucoup d'Algériens, un double anniversaire. Le 24 février, la création de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Ça a été une date historique. Nous allons bien sûr l'évoquer avec nos spécialistes, nos invités. Nous allons aussi parler de cette autre date du 24 février, celle de la nationalisation donc des hydrocarbures. Nous allons aussi en faire une thématique ce matin dans Bonjour d'Algérie. À cet effet, donc, il y aura donc Hamid Belkhassam, il sera parmi nous avec Monsieur Akli Amouche, directeur de la revue Vie de Ville, il est architecte. Il parlera justement de l'utilisation de ces hydrocarbures à bon escient et surtout parler de ces habitats énergivores. Nous allons bien sûr évoquer tout cela avec lui. Nous aurons également à parler de la création du GTA avec le journaliste Mustafa Eitmouhoub qui sera sur notre plateau. Il nous parlera de l'historique de cette date et bien sûr revenir sur des faits bien sûr historiques des Moudjahidines. Nous aurons le plaisir d'être en compagnie de Aïda Mechri comme chaque mercredi matin. Aujourd'hui, dans sa rubrique psychologie, elle nous parlera donc du contrôle parental. Comment surveiller ses enfants à l'utilité et surtout l'usage des smartphones, de l'ordinateur, tout surveiller pour ne pas y avoir donc de dérive. Bien sûr, elle sera donc, ça sera accompagné d'un reportage, le micro-trottoir aussi, de ses parents qui s'inquiètent pour leur progéniture. On terminera l'émission avec la rubrique mosaïque. Nassiba Djaïdir nous fera un gros plan sur une exposition qui a réuni plusieurs artistes algériens, en tout cas une exposition collective à Dar Beya, la galerie d'art Beya, pardon. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, et ce jusqu'à 10 h du matin, en compagnie de toute l'équipe de Studio 7. Voilà, c'est tout de suite. On va avoir donc les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Comment dit-on? Nous sommes avec l'équipe du 2 dans le studio 7. Voilà, on leur dit bienvenue parmi nous en tout cas. Oui, on leur fait un petit coucou. Voilà, alors bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes en forme aujourd'hui pour nous présenter la météo? Il va commence à faire beau, oui, meilleur. Oui. Nous avons eu sur Alger ce temps assez petits, brumeux, avec on beaucoup a eu de poussière, des vents de sable. Mais aujourd'hui, c'est le calme total. Très bien, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, excepté quelques brumes en ce début de matinée sur pratiquement tout le nord, et bien le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée, excepté quelques passages nuageux vers l'intérieur ouest et centre, avec toutefois des vents assez forts sur toutes les régions intérieures ouest, centre et est du pays, pouvant atteindre les 50 km/h durant la journée. La moitié sud, le ciel restera passagèrement nuageux vers le Bécharoua, le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental, qui peuvent donner quelques pluies avec localement des orages sur le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara central, avec des soulèvements de sable durant cette journée sur une grande partie des régions sahariennes, le sud-ouest, le Nord Sahara, les Oasis, l'extrême sud, le Sahara oriental et le Sahara central. Les températures durant cette journée, eh bien, elles accuseront une légère hausse par rapport à hier. Le maximum 20 degrés Oran et Tlemcen, 19 Alger, 18 Tizi Ouzou, Constantine et Batna, également à Naba, 13 à Djelfaï al-Bayad, au sud 17 Béchar, Gardaya, 24 à Biskra, 23 à Tamanrasset et Janet, 26 degrés à Ilizi, 25 à Tindouf et 31 degrés le maximum Bodj Bedjoukhtar et Ingzen. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt peu agitée sur les côtes centre et est, mais agitée sur les côtes ouest. Les vents souffleront entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est et 30 à 40 km/h sur les côtes ouest. On va faire un petit voyage du côté de la partie sud de l'Afrique où le ciel restera passagèrement nuageux. À Nairobi, Addis Abeba, Nairobi, et Bangui, les pluies intéresseront la ville d'Abidjan avec des orages, également Window, Antananarivo, Lusaka, le Cap. Le mercure affichera 37 degrés à Abuja, 32 à Abidjan, 38 degrés à Bangui, 24 à Addis Abeba, 26 Nairobi, 28 à Antananarivo, en passant par les 29 degrés à Windhoek. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous Après ce remercie. cours de géographie, de bon matin, on s'intéresse un petit peu à tous les continents, hein, chaque fois. Exactement. Bien sûr, la totale, donc ça sera tout à l'heure, midi et 19h. Midi et 19h. Bien sûr, le journal complet après le journal complet. Juste après le journal, voilà. Parfait, merci. C'est moi. Bonne journée, on va vous Bonne laisser journée. repartir avec une belle chanson. Avec plaisir. Vous allez l'aimer, en tout cas c'est un beau duo qu'on aime beaucoup dans Bonjour d'Algérie. C'est le duo de Mok Saïb et Friklen, on se retrouve juste après. Ah oui, j'aime bien. Voilà, c'est une belle chanson qui, j'espère, vous a bien plu, vous a bien réveillé, vous a mis en appétit pour nous suivre jusqu'à 10h du matin avec bien sûr la première rubrique du matin, c'est Aïda Mechri avec la rubrique psychologie. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Très bien, les rythmes vous ont satisfait, ça va? Et comment? Mise en appétit surtout, et parler du téléchargement, parler de Internet, parler du contrôle parental, c'est ça? C'est des images qu'on a l'habitude de voir sur le net aujourd'hui. Les jeunes, les adolescents surtout, sont très friands de tout ce qui circule sur Internet. Mais, vous savez, quand un ado clique, c'est justement pour un enfant, un petit enfant, pour avoir l'image, pour avoir le son, la musique, pour télécharger un jeu. Donc on est vraiment dans cette dynamique, dans cette jeunesse qui varie dans la couleur, le rythme. Et puis ça nous fascine tellement. Cette technologie elle nous dépasse d'une force extraordinaire que ça nous invite, nous, professionnels, de lire entre les lignes, de s'arrêter, de pouvoir réellement approcher justement ces difficultés, ces risques
qui peuvent nuire à Voilà. l'enfant. C'est vrai que c'est un outil aujourd'hui indispensable. Oui, Internet circule, l'information circule. Oui. Tant mieux si c'est utile pour justement les adolescents, les chercheurs, etc. Ça permet aussi de communiquer avec les personnes qui font partie de notre famille. Mais quand malheureusement c'est utilisé à mauvais escient, là ça commence à devenir dangereux. Moi, je crois qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir souligner justement ce risque. Le danger online ou les risques comme ça de l'Internet, tout ce qui peut nuire à l'enfant, que ça Oui. soit d'abord le contenu lui-même, Oui. parce qu'il peut, là où l'enfant est exposé réellement à des images, à des vidéos, à une violence, à un vécu, à des messages qui peuvent nuire à sa santé C'est ça. morale, physique, tout ça, on va dire aussi son propre comportement. Vous savez, un enfant qui reste très longtemps, un enfant qui ne mange pas, un enfant qui va Délaisser ses devoirs, son de travail. ça, mais surtout l'addiction. On se rapproche de plus en plus, on s'attache et puis on n'a pas la capacité de se détacher. C'est comme si que, voilà, le monde virtuel prend le dessus et voilà que nos ados, au Ça lieu y de est. tisser les vrais liens dans la société et puis de prendre cette place dans la société pour pouvoir évaluer, apprendre et puis vivre le côté social, et on a quelque chose dans le virtuel où ils peuvent avoir 200 amis, une trentaine d'amis, avec C'est un ça. réseau très riche, et puis voilà, les leaders, et avec tout ce que ça peut porter Les jeux en risque. réseau, là aussi, c'est Tout à très fait. dangereux. Ça La capte toute troisième, une énergie, un peu c'est- trop d'énergie. Oui, tout à fait. Si tu me permets, Amel, le troisième point, c'est un tout petit peu les personnes. Voilà. Ils peuvent rencontrer des personnes, ils peuvent être victimes de ces personnes qui vont les détecter, qui vont les tester, qui vont les manipuler. Aujourd'hui, probablement qu'on peut parler à haute voix de ces harcèlements, de ces prédateurs, de ces pédophiles qui sont là derrière les jeunes filles, demoiselles, derrière les jeunes garçons qui sont harcelés. Cette innocence. Et puis, vous savez, le risque dans ma société, comme voilà la parole, dans notre éducation, encore il nous manque ce grand travail pour accompagner nos enfants, pour qu'on puisse vraiment les écouter. Il y a la menace. L'enfant, il est souvent coincé entre la menace de ces prédateurs, avec tout le risque de ces réseaux. Et puis voilà, si tu dénonces, je vais Voilà, montrer projeter les tes images, tes photos, je photos. vais probablement dénoncer, cette manipulation, on ne va pas donner des hypothèses, mais voilà que aujourd'hui, heureusement qu'il y a le réseau de protection de l'enfance, là où on peut vraiment accompagner ces ados, accompagner ces enfants, et puis dire haut et fort qu'il y a des professionnels qui travaillent sur ces thématiques. C'est vrai. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions vécu justement un épisode vraiment dramatique où il y avait eu donc le décès de certains enfants, où on avait parlé donc de cet espace bleu, la baleine bleue, ce jeu qui avait fait circuler sur le net et qui avait donc donné des frayeurs à beaucoup de parents. Je crois qu'on était parmi les premiers au niveau de l'organe national de la protection et promotion de l'enfance à recevoir l'enfant victime justement de ce jeu. Voilà. Mais après, vous savez, il y a toute une succession. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur les noms parce que Bah oui. tout ce qui est Les jeux. modalité, technologie, là, vous savez, une manière de piéger les ados, ça varie, ça change, c'est tellement, voilà, disponible, et c'est tellement facile à atteindre Voilà. que ça devient un grand risque. Je souligne aussi tout le travail qu'a fait l'organe national, chapeauté par Madame la déléguée nationale, qui a souligné, suivi, accompagné les projets justement pour travailler sur les dangers online. Et je remercie tous les collègues du ministère de la Poste et des télécommunications qui ont vraiment travaillé pour vraiment créer ce guide. L'organe national a contribué énormément pour pouvoir vraiment accompagner, étant donné qu'on a la cellule d'écoute, c'est les écoutants qui approchent ces adolescents, qui font un grand travail de sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, surtout avec la pandémie, Oui. les enfants parents, sont à la maison. ils sont à la maison, les parents, ils ont compris, ils demandent de l'aide, ils demandent un tout petit peu comment ils peuvent accompagner leurs enfants. Et vous savez, il y a quelque chose qui s'est installé comme ça dans l'échange avec les écoutants de la cellule du numéro vert 1111, qui a donné qu'il y a vraiment des enfants en danger. Il y a vraiment des ados qui sont coincés dans leur chambre, derrière leur portable, et qui sont dans une bulle Voilà. fermée, là où il y a tous les risques de la désocialisation, de les troubles psychologiques, les troubles physiques, l'obésité. Il y a beaucoup d'enfants victimes, étant De donné cela. Et il y a qu'aujourd'hui... tellement de
de pathologies qui peuvent en découler. Il y a eu aussi, bien sûr, le travail énorme de la DGSN qui travaille sur la surveillance, bien sûr, de certains réseaux et l'alerte aussi qui doit être donnée aux familles, aux utilisateurs, bien sûr, de ces moyens aujourd'hui techniques. On était aidés avec les équipes de la cybercriminalité, Bien justement, sûr. pour pouvoir accompagner ces signalements qui étaient vraiment, moi je dirais, d'une grande urgence, mais étaient très... ils nous ont secoués dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible, c'est inacceptable qu'on puisse vraiment sûr. rester bras croisés face à la détresse de nos jeunes. Et puis, ça se multiplie. Vous savez, aujourd'hui, un parent, pour remercier, pour féliciter, pour qualifier, pour voilà, être un bon parent, facilement, il peut offrir une tablette, téléphone, dernier cri. Voilà. On est derrière ce fléau qui nous dépasse vraiment, mais je crois qu'aujourd'hui, on s'arrête doucement pour parler à ces parents qui sont responsables. On parle à ces professionnels qui ont fait un travail énorme justement pour créer toutes ces applications de contrôle sur Internet. Mais vous savez, moi j'ai envie juste de dire que le secret, c'est la communication. Voilà. On a beau à utiliser les outils, mais si on n'accompagne pas nos enfants dans le moment voulu, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, on a comme l'impression qu'ils nous dépassent, ou ils ont une présence, ou quand on va le dire après, hein, il ne faut pas nuire à leur liberté, on va dire on respecte l'intimité des ados, on ne va pas fouiner dans leurs affaires, tout ça, mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'installe comme ça dans l'ici et le maintenant, comment on peut placer la bonne phrase pour pouvoir expliquer à nos ados qui sont face à ces risques, que ça peut nuire à leur santé mentale. Alors on va voir ensemble le reportage, comment les parents aussi peuvent aussi interpréter l'usage bien sûr de ces téléphones, d'Internet, etc. Et on va voir aussi l'intervention du représentant donc, de l'UNICEF ici en Algérie, un monsieur que nous avions reçu, que vous connaissez bien, c'est monsieur Boukhari Islamou, voilà. On va le voir à travers cette intervention. C'est un reportage signé Sofiane Hamoudi. Comme beaucoup, vous êtes inquiet de la sécurité de vos enfants quand ils naviguent sur Internet. Alors, vous avez décidé d'opter pour le contrôle parental. Mais est-ce réellement efficace? Êtes-vous au courant de l'existence d'un logiciel concernant le contrôle des enfants? Je ne fais pas un contrôle très rigoureux comme ça. Je jette un coup d'œil de loin. Je ne peux pas le mettre dans l'embarras comme ça. Il faut avoir une certaine distance et laisser un peu la liberté de l'enfant de s'exprimer, mais tout en veillant à ce qu'il n'y a pas de dérapage. لازم تراقب التليفون تاعو اشاك فوا كل يوم تراقب التليفون تاعو ما على باليش باللي كاين اللوجيسيال اللي اسكو يقدر ندخل ليه نشوفوا واش راه يدير واش ما يديرش ما على باليش انا اسكو كاين اسكو ما كاينش. Comme j'ai des gamins et tout, le jour que j'ai fait le modem et tout avec mon père, on a dit qu'il faut éliminer ces sites-là. Alors ils les ont éliminés. Voilà. Vous avez codé ce... Voilà, et j'ai des neveux à la maison et tout, quand ils viennent, on les surveille tout le temps. Pourtant, avec la multiplication du support ordinateur, tablette, portable et mobile, le risque est partout. En plus des contrôles proposés par les fournisseurs d'accès, les applications ont vu le jour pour protéger les enfants. Aujourd'hui, l'UNICEF a tracé tout un programme concernant le contrôle parental. Pour mieux comprendre cette démarche, on s'est déplacé vers l'UNICEF. Il est important de mener une campagne multiforme vers toutes les personnes concernées, à commencer d'abord par les jeunes eux-mêmes. Ils doivent être sensibilisés sur les dangers d'Internet, mais aussi envers les parents, parce qu'ils sont responsables de l'encadrement de l'enfant, mais aussi envers les autorités politiques et envers aussi les providers, les fournisseurs d'Internet tels que les réseaux sociaux. Et pour chacun, il y a une responsabilité importante. Pour les jeunes et les enfants, il est important qu'ils comprennent les messages suivants. D'abord, qu'il est dangereux d'utiliser Internet trop souvent. Il faut que le temps consacré à Internet soit limité dans le temps pour leur permettre de mener des activités sociales réelles, pour que l'enfant ne reste pas, ou les jeunes ne restent pas dans un monde virtuel qui ne correspond ni à sa réalité, et ça peut entraîner même des comportements pathologiques sur le plan social.
Avec un meilleur contrôle parental au sein de votre famille, vous pourrez accompagner votre enfant dans son utilisation quotidienne d'Internet et de ses nombreux écrans et assurer une prévention des dangers qui y sont liés. Ben voilà, l'intervention bien sûr des parents, l'intervention aussi de spécialistes, tout ce converge vers la même chose, c'est-à-dire faire attention, surveiller quand même. Communiquer surtout, avancer. Je crois que M. Islamo Boukhari le dit merveilleusement bien, tout doucement comme ça. Mais j'en profite un peu. Le représentant de l'UNICEF ici en Algérie. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Algérie. Vous savez, j'en profite aussi de ce moment pour souligner tout le travail que fait l'organe national en collaboration justement avec l'UNICEF, y compris la formation qui a été organisée sur 2 volets. Première équipe, ils ont bénéficié justement d'un accompagnement très ciblé justement dans l'écoute. Aujourd'hui et demain, il y a aussi ce programme qui continue à accompagner ces écoutants de la cellule des numéros verts pour justement améliorer leurs compétences, pour détecter justement cette détresse, écouter différemment, pouvoir revenir à soutenir ses enfants, ses parents aussi, dans la continuité de l'information, comment on peut les informer, leur apprendre à se protéger. Je crois qu'aujourd'hui, de notre responsabilité est de pouvoir réellement s'impliquer et puis d'apprendre réellement à être professionnel, à être parent, pour accompagner nos enfants qui sont très malins, très intelligents, très J'imagine rapides. qu'il y a plus de parents par rapport aux enfants, ils appellent peut-être un peu moins les enfants. Moi, je dirais, regarde, entre hier, je dirais les débuts du lancement du numéro vert, il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt dans la demande d'information, qui étaient plutôt ces adultes qui voulaient vraiment voir de près. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, tout le travail qui a été fait au niveau des écoles, les enfants, ils ont pris le dessus. Moi, je dirais que beaucoup d'enfants appellent réellement pour pouvoir partager, parler d'eux-mêmes, mais il y a beaucoup d'adultes qui font les signalements. Donc là, l'écoute, mais voilà, l'écoute de qualité, on va dire, cette partie utile dans laquelle on peut vraiment intervenir et puis changer. C'est là où les parents, je crois qu'ils ont compris quelque chose. Ils demandent un tout petit peu toute cette partie pour pouvoir les aider. Nous serons obligés à vivre avec notre temps. Nous sommes obligés à vivre avec cette nouvelle technologie qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Bien entendu, il faudra donc faire très très attention. L'influence de cette technologie sur la jeunesse, sur l'adolescent, qui aujourd'hui va pianoter donc un bon nombre d'heures de la journée sur son téléphone, sur son ordinateur. Il sera influencé par les uns et les autres et aujourd'hui, les jeunes sont très influençables. Absolument. Il y a quelque chose comme ça qui... Des challenges, ils se lancent des challenges et ça peut partir très très vite et ça fait peur. Mais je ne sais pas, je t'invite vraiment à lire de près. Vous savez, même les messages, ils sont codés. Un adolescent, par exemple, il ne va pas écrire avec les textes, les phrases, point virgule, tout ça. Tout est codé, un message très rapide pour vraiment secouer l'autre, l'inviter, échanger tout ça. Mais je dirais le particulier de ce qu'on est en train de lire actuellement, justement dans le traitement des signalements des situations complexes, la langue arabe, les lettres de la langue arabe, ils sont utilisés dans la langue française avec des chiffres, avec des numéros. Donc au lieu d'écrire comme ça un texte arabe, ils peuvent écrire avec des chiffres, des symboles, des numéros pour... Mais comme les adultes, ce sont de grands enfants, ils décodent tout ça, parce qu'il y a toujours des enfants qui parlent et qui racontent et qui expliquent, heureusement d'ailleurs. Oui, et je crois que c'est de notre responsabilité d'accompagner leur langage et puis de les suivre et puis de les écouter différemment. Parce qu'ils apportent une autre technique, c'est une autre génération. Bien sûr. Une autre force là où ils savent dire les choses, entre les lignes. En tout cas, il est bon de continuer à faire de la promotion, faire donc de l'écoute et informer une grande majorité donc de personnes, que ce soit les enfants au niveau des écoles ou bien sûr les parents. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Merci Haïda. Merci à vous Amel. Bonne journée. Merci. On vous dit, je sais que vous avez beaucoup de travail, vous allez continuer sur cette cellule d'écoute organisée au niveau de l'organe national. Donc, et puis voilà, je remercie les formateurs qui veuillent à nous accompagner aussi dans ce cycle de formation. Madame Adzaï, Madame Maître Adzaï et puis Madame Belbal qui ont une grande expérience de terrain. Très bien. Et puis voilà, on va construire ensemble et on ne va pas s'arrêter. Voilà, continuez, bon courage à vous. Merci et à bon vous, courage à tous
les professionnels qui, bien sûr, travaillent main dans la main pour essayer d'éradiquer ce mal qui nous ronge à travers les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Merci, à très très bientôt, mercredi prochain, Inch'Allah. En tout cas, on vous dit bonne journée. Merci. Voilà, on continue. Je vous invite à, bien sûr, s'intéresser tout de suite au sujet qui nous réunira aujourd'hui. C'est le 24 février. Nous allons beaucoup parler donc de cette double date historique avec, bien sûr, la célébration de la nationalisation des hydrocarbures tout de suite à travers ce reportage signé Nakhla Al-Arbi. Nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, consacrant la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie, lui permettant de s'affranchir économiquement à la faveur de la récupération du pouvoir de décision entier et autonome sur ses richesses nationales. Cet acte a également favorisé l'émergence d'une industrie pétrolière et gazière authentique. À ce jour, et en dépit d'une conjoncture économique et sanitaire mondiale particulière, l'Algérie a réussi, grâce à ses sociétés et entreprises du secteur des hydrocarbures, à assurer la continuité de la production et à relever les défis. Le secteur a en effet réussi à satisfaire les besoins nationaux en énergie, cela sans faillir à ses engagements avec les partenaires étrangers. Par ailleurs, le 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures est célébré cette année alors qu'une nouvelle stratégie est mise en œuvre pour l'accélération de la transition énergétique sur instruction du président de la République à travers le développement des énergies renouvelables. Pour rappel, la nouvelle loi sur les hydrocarbures devra favoriser le développement et l'exploitation sûre, durable et optimale des ressources en hydrocarbures, y compris les ressources non conventionnelles et l'offshore, entre autres, ce qui devrait à la faveur des nouvelles dispositions attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur en question. Mis à mal, à l'instar des autres secteurs par la crise de la Covid-19, le secteur des hydrocarbures n'a pas pour autant été paralysé ni défaillant, faisant preuve de résilience et à ce titre un fervent hommage doit être rendu aux travailleuses et travailleurs du secteur des hydrocarbures qui ont jusque-là su et pu surmonter les crises, quelles qu'elles soient. L'énergie est en outre appelée à être un facteur catalyseur pour la relance de la dynamique économique au niveau local et national, mais pas que. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons parler bien sûr de l'utilité de nos hydrocarbures, comment les utiliser à bon escient. Nous allons bien sûr en parler avec notre spécialiste maison de l'environnement, Hamid Belkacem. Bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Bien. L'environnement, c'est l'affaire de tous, comme tout de le tous, temps. Ouais. Tout le temps, partout, l'affaire Voilà. de tous, Oui. à réfléchir globalement, à agir localement. Et même quand il s'agit donc de célébrer le 24 février, Tout à fait, vous savez, le 24 février, date historique, nous avons gagné la bataille de la souveraineté sur les hydrocarbures. Malheureusement, nous avons lamentablement échoué dans la bataille de l'efficacité énergétique. À l'époque, il fallait asseoir notre souveraineté, la souveraineté du pays, récupérer, c'est fait, c'est bien, technologiquement c'était maîtrisé, c'était un très grand défi, après à un moment donné, vous savez, quand on fait juste un petit bilan dans les années 75-76, dans le mix financier algérien, il y avait quelque chose, la part des hydrocarbures n'était qu'à 70%. Elle est aujourd'hui à 98%. Ça veut dire qu'on a reculé sur le plan de l'efficacité. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler du premier chapitre en termes de consommation de l'énergie primaire, que ce soit gaz ou pétrole, et d'où la présence de notre ami Amrouche, Akli Amrouche, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, architecte et surtout défenseur de notre urbanisme ici en Algérie. Vous êtes là pour nous parler donc de nos villes, surtout, des villes qui sont devenues de plus en plus énergivores. Oui. C'est ça. Et dans ce mix-là, nos villes, le résidentiel consomme quand même pas loin de 42%. Voilà. C'est ce qui est énorme. Qu'est-ce qui fait que ce résidentiel j'en perds mon latin, hein, c'est 42%, c'est quand même énorme. Oui. On a raté le coche alors que quand on voit ce qui se passait en Algérie, que ce soit le Qsba, à Gherdaya ou à Timimoun, on savait construire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la peine de remonter aussi loin. Hein. Dans les années 70-80, on construisait mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un problème aussi de la masse de logements qui ont été construites ces 20 dernières années, souvent à la hâte, et sont d'études poussées concernant tout ce qui est isolation thermique,
Donc, mauvaise conception, mauvaise réflexion. Peut-être les mauvais matériaux. Les Ouais. mauvais matériaux, quand vous utilisez, pour faire vite, le coffrage tunnel avec du béton armé partout, vous avez des passoires thermiques. Des passoires thermiques. Bien sûr, il y a des solutions bien coûteuses. Vous pouvez toujours venir couvrir le béton de l'extérieur et l'isoler de l'extérieur, parce que le problème des pans thermiques, ce qu'on appelle les pans thermiques, ça fait perdre beaucoup d'énergie. L'hiver et l'été aussi. Donc on chauffe trop en hiver et on climatise à outrance pendant l'été. Et donc voilà, donc les problèmes aujourd'hui sont terribles parce qu'on a construit quand même des millions de logements. Et voilà, la problématique est là. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire et comment trouver aussi peut-être les financements pour régler tout ça. On a construit vite, mais mal, et aujourd'hui on le paye très cher. Ça veut dire qu'on a essayé de construire un tout du mètre carré très low cost, mais finalement ça se retourne contre nous. Au jour d'aujourd'hui, il va falloir injecter énormément d'énergie. Or, cette énergie se fait de plus en plus rare. Il y a moins de gaz à exporter, il y a moins de gaz à l'avenir pour les ménages, et c'est une équation assez difficile. Il faut penser aussi aux générations futures, c'est ça, qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est vrai qu'il y a l'État qui malheureusement construit vite et souvent mal. Même les finitions, hein. On va pas aller dans le détail, mais disons que juste sur l'enveloppe du bâtiment, c'est très mal isolé, donc ça respecte même pas la réglementation thermique, parce que la réglementation thermique algérienne existe. Et comment ces bâtiments, ces logements sont livrés alors qu'ils ne répondent pas à la réglementation thermique? C'est quand même pas normal. Il doit y avoir un cahier des charges en principe. Oui. Normalement, bien sûr. Normalement, il y a les règles de l'art qui doivent absolument être respectées. C'est-à-dire que... Ces dernières années, est-ce qu'on s'est demandé s'il y avait des diagnostics thermiques réalisés? Est-ce qu'il y a un audit qui a été fait sur ces logements? D'abord, il faut commencer par cela et apprendre de ces erreurs et ne plus les faire. Parce qu'on aura toujours à construire. Et ce n'est pas que l'État, je veux dire, même les privés, quand ils construisent très mal. Des logements, disons, au standing sont livrés et qui sont très mal isolés encore. Il y a des entreprises qui prennent aussi des chantiers et quelquefois ils ne sont pas contrôlés. Non, normalement, le contrôle se fait, mais après vous avez les prescriptions. Bon, les bureaux d'études qui réalisent un peu ces logements de masse, c'est des cellules qui sont répétées, c'est des bâtiments qui sont un peu jetés comme des dés sur des plans de masse. Sur le plan urbanistique, il y a à dire, parce que quand vous parlez tout à l'heure de la Casbah ou bien même des immeubles récents de la période française, ces bâtiments avaient une inertie thermique importante et permettaient une isolation des intérieurs. Le problème qui se pose, c'est justement les typologies qu'on a choisies. D'abord, ce n'est pas des typologies qui font ville, c'est des typologies de cités dortoirs avec beaucoup d'espaces perdus. Pourtant, l'appellation était tout autre. Lorsqu'on pense à l'un des programmes phares, l'Agence pour l'amélioration et le développement du logement. Est-ce que sur cet aspect précis, on a fait de l'amélioration et du développement du logement? On y a cru. Ou c'est juste un slogan? On y a cru au début, après, bon, c'est devenu comme du logement social, puisque le prix au mètre carré est très bas. On revient toujours à dire, justement, le prix est bas par rapport au coût qui pourrait donc y avoir en temps normal. C'est-à-dire que ça reviendrait beaucoup plus cher. Là, on l'a eu à un moindre prix. C'est malheureusement le citoyen qui va payer la facture, tout simplement, parce que plus vous chauffez, plus vous climatisez, plus vous payez, tout simplement, et plus vous polluez, parce qu'en fait, c'est aussi de la pollution. Il va payer plus cher, mais pas au juste prix, parce qu'il va chauffer plus, il va rafraîchir plus en été, mais lorsqu'on envoie le coût de l'électricité et du gaz, ce que paye le citoyen par rapport au coût réel, c'est vraiment catastrophique. Le citoyen ne paye même pas le 30e du prix réel de l'électricité et du gaz. Donc c'est de la perte, c'est de la pure perte. Pour l'État? Pour l'État, parce qu'il n'y a jamais eu un vrai débat. Il y a eu des assises de l'habitat, du logement, mais les gens n'ont pas eu le temps de s'exprimer, M. Amrouche, sur cet aspect précis de la thermicité du bâtiment. Pas par absence de professionnels. Il y a des gens qui sont très compétents, même dans les structures de l'État, qui ont parlé, qui ont dit des choses, mais qui ont été malheureusement marginalisés parce qu'il y avait cette urgence
cette course vers la production de logements pour et offrir un maximum de logements pour la société. J'imagine qu'il y a eu une grosse pression sur le logement, donc il y a beaucoup de demandes et il y avait un retard aussi à accumuler. Et donc, voilà, les choses ont été faites. Maintenant, l'idéal, c'est si on se dirige vers un système de gouvernance, je pense qu'il faut un audit très très sérieux. Et faire son mea culpa, repartir du bon pied, tout en essayant de réhabiliter. Est-ce que c'est possible de réhabiliter le bâti? Oui, c'est très très possible. Par contre, après, les gens, il faut qu'ils payent leurs charges, il faut qu'ils qu'ils participent à cet effort. Et ça va être très difficile pour les ménages après de changer de comportement après, de pouvoir c'est des payer calculs plus à faire. pour avoir C'est des calculs à faire si vous faites un audit thermique qualité sur un bâtiment et que vous dites au propriétaire, si vous le faites, vous gagnez tant par an, et bien sur 10 ans, vous aurez amorti peut-être le coût des travaux. Mais c'est possible, on peut isoler par l'extérieur, on peut régler ces problèmes de pans thermiques, on peut régler aussi les problèmes des ouvrants, parce que en tout cas les surfaces où il y a beaucoup de déperdition, c'est au niveau des façades et des toits, mais aussi au niveau du plancher. Voilà. Donc voilà, c'est des choses, on a des solutions. Aujourd'hui même, il y a des entreprises algériennes qui ont développé ces systèmes qui sont aujourd'hui disponibles sans aucun problème. Il faut juste peut-être prendre conscience. Changer de mentalité. Et changer, voilà. Ouais, j'allais dire... L'Algérie, oui, bien sûr. L'Algérie s'est engagée sur la COP 21 à réhabiliter 100 000 logements par an. 100 000 logements par an. J'allais dire, ce chemin-là, pour être créateur d'emplois et de richesses aussi, dans un pays où le bâtiment va mal, est-ce que la réhabilitation thermique du bâtiment pourrait générer la création d'autres entreprises, de l'emploi, de la richesse? Bien sûr, bien sûr. C'est une industrie déjà qui est naissante. Elle peut être bien sûr développée, ça peut créer énormément de postes d'emploi, en tout cas sur le bâtiment, un réseau de sous-traitants aussi, et puis ça ne fera que du bien aussi à notre empreinte carbone, on va dire. Oui, bien sûr, à notre porte-monnaie aussi, surtout. Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion aussi de confort, parce qu'il n'y a pas que le froid et la chaleur, il y a cette notion de confort, d'isolation phonique, etc., qui rentre en considération. Et donc, on pourra gagner en confort, c'est psychologiquement, et puis sur l'espace de l'habitat, du logement, ça peut, améliorer les conditions de vie aussi. C'est vrai. Alors nous sommes une société énergivore, on l'a bien compris, c'est vrai que ça fait quelques années que ça dure, et puis de plus en plus aujourd'hui on est devenu accro et vraiment à certaines utilisations, donc l'électricité ne s'arrête pas. On sait aussi que avec cette pandémie, il y a eu un énorme trou dans le budget au niveau de Sonelgaz par exemple. Donc ça encore, ça va... On l'a fragilisé. Oui. Sonelgaz est une société aujourd'hui très fragilisée. Vous savez, c'est une problématique mondiale. D'autres pays ont pris le soin de parler, d'exposer, de rendre plus visible. On le demande depuis près de 20 ans. Nous avons les couleurs nationales, le vert, le blanc et le rouge. Je pense qu'il serait temps dans ce qu'on appelle l'Algérie nouvelle, de faire preuve d'un peu plus de transparence, que la quittance d'électricité, de responsabilité, que la quittance Sonelgaz ou autre, SADEG, serait basée sur du blanc, avec à droite une colonne verte où vous avez le prix que vous payez, et à gauche, en rouge, le prix que vous auriez dû payer, le prix réel de l'électricité. Qu'est-ce que ça donne? Au sortir d'une centrale électrique, le prix du kilowattheure est à 12 dinars. Il arrive chez vous, pour la première tranche de 125 kWh, à seulement 1 dinar 71. Donc, il n'est même pas au dixième du prix. Et la deuxième tranche, c'est à peine 4 dinars 17, ce qui est encore très dommageable pour l'environnement, parce qu'il va falloir produire plus de gaz pour produire plus d'électricité, idem pour l'eau. Alors, quand on a une politique de logement où c'est un véritable échec sur la qualité, c'est un véritable échec, et on est en train de compromettre l'avenir de nos enfants en termes de disponibilité de la richesse. Ils vont avoir beaucoup moins de gaz, donc ils vont avoir beaucoup moins de dollars pour affronter les défis du futur. Et quand on sait que les défis du futur, ça va être des pandémies, bonjour les dégâts. Donc, il y a lieu de rectifier le tir dans le secteur premier qui utilise 42%
de l'énergie, à savoir le bâtiment. Et je pense qu'avec M. Akram Roche, on devrait penser à peut-être des assises du bâtiment, mais dirigées sur le confort thermique et l'efficacité énergétique. Ou penser à la transition énergétique aussi, hein, parce que bon, on en parle beaucoup, mais on l'utilise un peu moins. Dans les années 70, le pourcentage des énergies renouvelables, à l'époque déjà, juste par les barrages, était considérable. Moi, j'ai vu des rapports de la Banque mondiale de l'époque, qui sont accessibles, qu'on peut voir sur Internet, où la production du pétrole, la part du pétrole était dans les 60%, et le reste, c'était l'énergie hydraulique. On a construit beaucoup de barrages, sans turbine, sans rien, donc on n'exploite même pas cette énergie qui est gratuite, qui aurait pu être... Une manne importante. C'est la manne, en fait. C'est un tout, en fait. Il y a eu le socialisme de la mamelle. L'État algérien est trop bon, trop gentil. Et il a aidé, favorisé et développé toute forme de gaspillage. Aujourd'hui, parce que le prix du mètre cube de gaz ou du kilowattheure d'électricité est à très bon marché, on le gaspille. Vous savez, quand vous allez n'importe où, dans un regroupement humain, vous allez poser une question. Quel est le prix du kilowattheure? Très peu d'Algériens peuvent le répondre, parce que ce n'est pas une préoccupation, parce qu'il est gratuit. Exact. Vous allez juste dans les pays à côté, en Tunisie, au Maroc, on connaît... Exactement. D'accord. Quand vous allez en face, en Europe, on vous récite les prix des 5 opérateurs. Et il y a des taxes. Et des taxes. En plus. Et les prix, on les connaît par cœur. On connaît même les opérateurs qui ont des tarifs low cost la nuit, le week-end, pendant l'été, parce que c'est un souci permanent, l'énergie. Comme en Algérie, le prix de l'énergie est gratuit. Et voilà pourquoi, 50 ans après, la bataille de la souveraineté a été gagnée, la bataille de l'efficacité et de la logique a été lamentablement perdue. Et il faut revenir, bien sûr, aux choses. Oui, en Europe, par exemple, si on parle de la valeur des biens, il est vendu avec une fiche qui donne un peu son audit. Audit énergétique, et ça fait la valeur du bâtiment. C'est une orientation de la vente. On achète un logement. Là-bas, aujourd'hui, on arrive à 50 kW le mètre carré, alors que nous, on est à 100 jusqu'à 120. Waouh! C'est énorme. Ça fait peur pour l'avenir. C'est pour ça qu'il faut réfléchir autrement aujourd'hui, même dans notre façon de consommer, ne pas ouvrir les fenêtres quand vous chauffez la maison, par exemple. Il y a des palliatifs. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire de grands travaux, des gestes écologiques, planter des arbres, pour faire un peu d'ombre sur certaines façades. Faire attention aux implantations des bâtiments, parce que des fois, même quand vous implantez un bâtiment qui est orienté carrément sud-ouest, vous êtes sûr que ça va être une fournaise à l'intérieur, s'il n'y a pas de mesure de protection à côté, qui peut-être ne coûte pas cher, mais planter un arbre, peut-être, c'est rien, mais ça peut à long terme donner quelques solutions palliatives. Donc après, il faut trouver ces solutions palliatives. Le double vitrage, par exemple? Le double vitrage, oui, pour les ouvrants, c'est très important, bien entendu, mais tout ce qui est vitrage, c'est à peu près 20% des déperditions. C'est principalement au niveau des murs, c'est pratiquement le tiers. L'enveloppe thermique, c'est l'enveloppe, ça reste la fenêtre, bien sûr, ça fait partie. Et puis les toits, tous nos toits sont inaccessibles, ils sont très mal isolés aussi. Donc vous avez toujours les gens qui habitent au dernier étage qui se plaignent de la chaleur et qui font travailler leur climatisation sans arrêt. Et donc, bon, voilà. Il faut communiquer, expliquer, faire de la pédagogie, expliquer le prix réel de l'électricité. Il faut dire aux Algériens que l'État doit se diriger dans les années à venir vers un SMIG énergétique. Avoir de l'énergie, c'est un droit. Donc il faudrait avoir un SMIG énergétique, mais tout ce qui est gaspillage, le Trésor public n'a pas pour vocation de financer le gaspillage. Or, au jour d'aujourd'hui, le Trésor public est en train de financer le gaspillage. Oui, pour un SMIG énergétique. Plus généralement, Hamid, je pense que dorénavant, les citoyens doivent aussi apprendre à se prendre en charge. Tout à fait. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais il faut donner la vérité des prix à ce moment-là. Il faut donner la vérité des prix, et puis qu'il faut qu'il y ait des associations qui s'organisent dans des quartiers. J'ai dit, c'est l'histoire des charges.
l'histoire des syndics, de copropriété, etc. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Il faut qu'il y ait ce langage de vérité au niveau des quartiers. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Pourquoi ça ne se passerait pas chez nous? Un syndic est indispensable aujourd'hui. Je veux dire, on a commencé à le faire ici à la limite, il faudrait prendre ces logements qui sont distribués. N'importe qui prend un logement pratiquement gratuitement, il dit que j'ai payé une certaine somme pour ce logement, et ben j'ai amorti juste le prix de départ, mais ce prix, je vais le payer. Et donc, je vais prévoir des travaux avec mes copropriétaires sur le long terme, quand je serai apte à payer plus. Tout simplement. Améliorer l'enveloppe du bâti et diminuer l'enveloppe de la quittance d'énergie. Par exemple. Ouais. Le confort surtout. Moi, je pense plus que facture, c'est confort. D'abord, confort de ses enfants. Et vous savez de la moisissure partout. Ça entraîne des maladies. Ça entraîne des maladies respiratoires et tout ça. notamment. Alors que les moisissures, les gens ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de la différence de température importante qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Et si c'est mal ventilé, vous avez la moisissure, vous avez les maladies, les asthmatiques, etc. C'est vrai. Et toutes les maladies qui en découlent. Et pourquoi pas revoir les choses aussi du côté énergétique, avec bien sûr cette transition et bien sûr les énergies renouvelables. On en parle tellement souvent. Même cette problématique est renouvelable. Nous sommes un pays bien ensoleillé, donc pourquoi pas travailler sur cela encore une fois, surtout dans le bâtiment et les logements sociaux, pourquoi pas. Tout à fait, Végétaliser les toitures, laisser les toitures accessibles. C'est tellement joli en plus. Et partant de pandémie, on a un espace extérieur. Exactement. Dans l'immeuble, sans sortir. Très bien, en tout cas, c'est toujours un régal de parler d'énergie et de parler aussi d'environnement avec vous. Donc, Akli Amrou, je rappelle que vous êtes donc directeur de la revue Vie de Ville, vous êtes architecte aussi de formation. Vous nous avez dit que nous avions de beaux jours devant nous avec tous les architectes qui ont été formés ici en Algérie. Donc, Inch'Allah, bien sûr, ça sera beaucoup donc, de boulot pour eux. Il faut juste leur donner un peu plus de visibilité pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour celles et ceux qui arrivent dans le temps. Très bien, merci Hamid. Merci à vous. Donc à la semaine prochaine avec une autre thématique concernant notre environnement. On vous dit bonne journée. Merci. Voilà, on continue. On va tout de suite continuer à parler de la célébration de la journée du 24 février, la nationalisation des hydrocarbures et la création du GTA. Avec cette fois-ci un reportage de Majid Benrassi qui nous fait un gros plan sur l'unité de pétrochimie à Skikda. Pourtant, parmi les premiers objectifs de l'Algérie durant les années 70 et 80, la filière de la pétrochimie figurer en bonne place et était une de ses priorités. L'Algérie, dans le temps, a investi dans ce créneau et a pu concrétiser 2 complexes au niveau national en se basant sur une stratégie bien définie. La stratégie que l'Algérie a adoptée dans le temps était fondée sur la satisfaction des besoins nationaux et dans un objectif secondaire d'atteindre les marchés internationaux. Donc, dans le temps, l'Algérie a pu construire un parc de transformation des produits pétrochimiques qui dépassait les 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, Sonatrach veut relancer le secteur de la pétrochimie, un défi à relever malgré des contraintes. Des perspectives sont déjà tracées et avant ça, il y a l'adaptation des lois et de la législation. Plusieurs projets sont sur le calepin du groupe Sonatrach. Donc l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu des tentatives, il y a eu des plans de développement, il y a eu, disons, la mise en place de lois pour pouvoir attirer des investisseurs et mettre en place des montages, surtout avec les majors de la pétrochimie au niveau national. Disons un potentiel qui est là, et qui est prouvé. Donc l'Algérie dispose au jour d'aujourd'hui de matières premières pour la pétrochimie, principalement les hydrocarbures, gaz naturel, pétrole brut, condensat. Des projets ambitieux pour relancer la pétrochimie et arrêter un tant soit peu la dépendance du pays de l'importation de beaucoup d'intrants utilisés dans l'industrie pétrochimique. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est libre.
سيلي ما تعرفين. Voilà, nous recevons à présent un journaliste, un confrère, qui lui a 28 ans bien sûr de service et d'ancienneté dans le domaine donc, de l'histoire, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la politique. Il est donc directeur de l'information au niveau donc, de l'agence Presse Service ici en Algérie. C'est Monsieur Mostafa Itmouhou. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes là pour nous parler surtout de cette date historique et ce double anniversaire du 24 février, la création du GTA, le travail énorme de Aïssa Tidir, Allah yarhamou, Moudjahid, homme syndicaliste, brillant syndicaliste, et parler aussi de la nationalisation des hydrocarbures. Oui, c'est une opportunité justement de revenir sur la création du GTA et de dire ceci, on a tendance à oublier un petit peu que des racines du nationalisme algérien sont tirées du syndicalisme. Oui. Parce que le nationalisme algérien est créé justement dans le berceau ouvrier, dans l'immigration en France dans les années 20. Bien avant les années 20 déjà, la naissance, si vous voulez, des premiers syndicalistes algériens, il y avait le Abdelkader Hadj Ali, qui était militant du Parti communiste français, membre de la section anticolonialiste avec Ho Chi Minh, le Vietnamien. Ils animaient justement un journal qui s'appelait Le Paria. C'était en 1915. C'est dans le sillage justement de ce courant qu'on verra dans les années 20, exactement en 1926, la création de l'Étoile nord-africaine comme premier parti nationaliste algérien qui revendiquait l'indépendance, justement, et dont l'encadrement est issu essentiellement du mouvement syndicaliste algérien en France, des mineurs, d'anciens mineurs, d'anciens travailleurs, ouvriers de manufacture, d'usines françaises. C'est ce qui a fait dire justement à Abdelkader Hadj Ali que la conscience nationaliste algérienne a été tirée de la fournaise des usines du capitalisme français. Exactement. On verra ensuite que c'est dans cette famille, de cette famille, que Aïssa Tidir, Boualem Boulouiba, Mohamed Flissi, surtout German, Rabah German, les membres fondateurs justement, syndicalistes, fondateurs du GTA, feront leur apprentissage du syndicalisme. C'est donc le sillage du mouvement ouvrier et du Parti du peuple algérien, le PPA. C'est très important parce que ce mouvement ouvrier a pris naissance sur le sol français, sol du colonisateur, et bien entendu, il fallait reconstruire la France aux bras et aux efforts et à la sueur donc, des travailleurs algériens. Oui, qui étaient partis nombreux. Oui, c'est ce qui justement soulevait un petit peu la polémique entre les syndicalistes nationalistes algériens et les ouvriéristes algériens qui étaient un petit peu proches des thèses communistes. Les communistes prenaient justement une thèse qui disait que voilà, on parlerait de l'indépendance de l'Algérie une fois le prolétariat de la métropole et de l'Algérie libérée. Ce qui n'était pas évident. Du tout. Donc, au contraire. après, les syndicalistes algériens étaient animés par des idées indépendantistes et autonomistes par rapport au courant dominant dans la CGT. On verra déjà le MTLD avec Aïssa Tidir et Belouizdad dans les années 40, début des années 40, investi d'une mission, celle de créer une centrale syndicale. C'était dans la commission centrale des affaires sociales et ouvrières du MTLD PPA. Voilà. Et ça a vraiment dérangé, hein, bien sûr, beaucoup le gouvernement français à l'époque. Oui, c'est ce qui a valu un premier emprisonnement pour Aïssa Tidir depuis des années 50. Les années 54 aussi, il y avait d'autres tentatives pour créer une centrale syndicale pour les Algériens, exclusivement pour les Algériens. Mais le mouvement ouvrier ici en Algérie, contrairement à l'immigration, n'était pas assez cristallisé. Disons que les ouvriers algériens se trouvaient dans la marge, il y avait plutôt des armées de chômeurs.
plutôt que d'ouvriers, pour reprendre un petit peu une expression marxisante, disons la classe prolétariat. Et on verra qu'en 1956, le mouvement national déjà divisé entre le FLN naissant, après le 1er novembre 1954, il y avait l'ALN et la naissance du FLN justement, et le mouvement nationaliste algérien lié à Missali el-Haj. Et les deux mouvements nationalistes qui vont se livrer une bataille rangée, il faut le dire, pour le leadership, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie en temps de guerre, ni démocratie politique, ni démocratie syndicaliste. Et c'est le GTA qui a primé. Mais là, on reviendra un petit peu à la création de l'UGTA. Il y a deux thèses. Il y a Tahar Qaïd, l'un des membres fondateurs, qui disait que c'est un ordre de Abben Ramdan, donc c'est sur ordre de Abben Ramdan, le FLN, qu'on a créé l'UGTA. L'un des membres fondateurs essentiels de l'UGTA, qui a vécu jusqu'à 2011, Boualem Bourouiba, dans son livre syndicaliste algérien, Leur combat de l'éveil à la libération, il dit ceci, que le mouvement ouvrier existait bien avant le FLN, que les syndicalistes existaient bien avant le FLN, et cette volonté de créer une centrale syndicale existait avant 1954. Donc cette création était négociée avec les dirigeants du FLN en février 1956. Donc la première réunion, c'était le 17 février 1956 chez Boualem Bourouiba, ici à Alger. Il était présent à Ben Ramdan pour le FLN avec Ben Khadda, et pour les syndicalistes, Aïssa Tidir, Boualem Bourouiba et Germain, Rabah Germain et Mohamed Flissi aussi, le frère à l'écrivain Ladi Flissi, assassiné malheureusement dans les années 90. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement syndicaliste a énormément insufflé aussi au FLN, a beaucoup aidé le FLN par ce regroupement pour cet état de prise de position au sein du syndicat des travailleurs algériens. Ça a été aussi l'occasion pour le FLN de pouvoir réunir beaucoup d'Algériens et avoir aussi, en fait, travailler avec le FLN, pouvoir rassembler plus de monde au sein du FLN. Exactement. Il faut dire sur ce volet que 1er novembre 1954, on avait des groupes armés de militants enrôlés dans l'armée de libération nationale naissante. Mais l'organisation politique était à construire, était entièrement construire. L'un des segments de cette organisation politique ou sociale, c'était le GTA. C'était le GTA. C'est pour ça que le FLN s'est impliqué entièrement dans cette création. Le 17 février, le 18 février, il y a eu une deuxième réunion à sa tête Ben Khadda pour dégager le premier secrétariat de l'UGTA. On verra en 6 mois à peu près, il y a eu l'adhésion de l'essentiel des ouvriers algériens, qui n'étaient pas nombreux à l'époque, parce que c'était des armées de chômeurs. L'essentiel a adhéré à l'UGTA. C'est à peu près 110 000 selon Bourouiba. Et on verra, l'UGTA va mener un deuxième combat à l'international, celui-là, pour adhérer justement à la Confédération des syndicats libres. Et là, il fallait compter sur l'aide de l'Américain, du responsable, premier responsable de la toute puissante centrale syndicale américaine, Irving Brown, et Ben Salah du JTT. Tout à fait. Parce qu'il y avait un petit peu de la concurrence avec le MNA, l'Union des syndicats des travailleurs algériens, créé par les Missalistes. Très bien. Alors vous parlez justement de cette histoire et vous rappelez les faits. On va voir ensemble un reportage qui nous parle un petit peu de la création de l'UGTA et bien sûr avec la figure emblématique donc, du syndicaliste algérien Aïssa Tidir. C'est un reportage signé Samia Bouharour. Un devoir de mémoire s'impose aujourd'hui envers un homme, une personnalité qui a marqué l'histoire de l'Algérie à travers sa lutte politique et syndicale pour l'indépendance du pays.
Le Chahid Aïsset Idir, fondateur de l'UGTA. Il est né en 1919 à Djama'an Serij, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après des études primaires et secondaires, il part en Tunisie pour poursuivre ses études en économie. Ça a été un syndicaliste chevronné. Il travaillait à l'école de l'air, à Cap Matifou, à l'époque. C'était une école qui n'était pas accédée, que personne, c'est pas tout le monde qui pouvait y accéder. Mais il était là-bas en tant que cadre, un cadre financier. Il travaillait là-bas. C'est dire que ce n'était pas quelqu'un qui... C'était quelqu'un qui était doté de connaissances importantes. Voilà. Donc, il faudrait savoir que juste après la création de l'UGTA, avec ses compagnons, le premier secrétariat qui a été mis en place le 24 février 1956 a été arrêté 3 mois après. A été arrêté donc le 25 mai 1956. Et pratiquement de mai 1956 jusqu'à juin 1957, il y a eu 7 secrétariats nationaux qui se sont succédés. Parce que chaque fois que le secrétariat a été mis en place, il était arrêté évidemment par les services répressifs de la France. Il devient responsable des affaires syndicales du mouvement MTLD. Il fonda en 1956 le premier syndicat algérien, l'UGTA, sous l'égide du FLN. Il est nécessaire de rappeler aujourd'hui les hauts faits du martyr qui s'est sacrifié pour sa patrie en choisissant le militantisme syndical pour défendre les droits des travailleurs algériens et rejoindre la révolution de libération. L'activité syndicale qu'il menait lui a valu son arrestation le 23 mai 1959. Ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené au centre de torture d'El Biar, où il a passé 2 ou 3 mois. Ils l'ont torturé à mort, d'ailleurs avec le chalumeau, brûlé entièrement avec le chalumeau. Et donc il a été assassiné le 26 juillet 1959. Et aujourd'hui, il y a une nécessité absolue de le réhabiliter sur des bases démocratiques, sur des bases saines, de façon à ce qu'il puisse jouer son rôle à côté des autres syndicats, les syndicats autonomes qui quand même agissent, qui activent, et pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, et aussi pour aider à l'édification nationale. Aïsset Idir ainsi que ses compagnons méritent tous les honneurs. Un appel à la préservation de la mémoire de la nation et de la transmettre surtout aux générations montantes afin de renforcer l'unité nationale. Voilà, c'est tout un symbole aujourd'hui pour les générations futures qui devraient s'imprégner de ces combats syndicalistes. Aujourd'hui, il y a des formations pour devenir très bons syndicalistes dans une entreprise, pour défendre les droits des travailleurs algériens notamment. Alors, on reste dans l'histoire surtout, et on va prendre un appel avec M. Rabah, qui est donc souvent notre invité. M. Rabah, bonjour. M. Rabah, vous êtes en ligne avec nous ? On va le reprendre dans un moment. Alors, M. Rabah, qui lui est très imprégné par l'histoire de notre pays, et il a cette capacité de pouvoir écrire sur des faits historiques et avoir des témoignages et de pouvoir les donner comme devoir de mémoire à la jeune génération. C'est ce que vous faites d'ailleurs assez régulièrement, puisque vous me disiez l'histoire est aussi votre cheval de bataille. Vous aimez écrire sur ce domaine-là. Oui, je suis journaliste politique, donc forcément je dois m'intéresser à l'histoire. Pour comprendre le présent, il faut revenir un petit peu en arrière, pour voir un petit peu les processus, comment se sont formés pour arriver à la situation actuelle. Mohamed Rabah aussi était un journaliste d'Algérie républicain, c'est un bonhomme qui s'intéresse à l'histoire de l'Algérie.
qui fait des recherches très intéressantes. Et c'est un fin connaisseur du mouvement ouvrier algérien aussi. Exactement. Justement, il peut apporter J'espère qu'on l'aura par téléphone dans un moment. Après le reportage, on a pu voir bien sûr ce symbole fort qui était donc Aïssa Tidir et bien d'autres syndicalistes qui ont aussi prêté main forte à Aïssa Tidir, qui ont insufflé cette envie donc de libérer l'Algérie, que ce soit par le travail, la politique et surtout par ce mouvement syndicaliste. Oui, donc ce qui m'a intéressé dans ce reportage, justement, l'origine de ce syndicaliste et tous les membres pratiquement fondateurs de l'UGTA. Ce sont des syndicalistes issus sont d'origine sociale un petit peu modeste, qui ont fait leur formation au sein de la CGT en réalité, au sein de la CGT qui était proche du Parti communiste français. Mais ils étaient toujours animés de ce sentiment nationaliste qui faisait un petit peu de leur particularité. Et on verra que Aïssa Tidir était assez critique dans les années 40, fin des années 40 par rapport à la trajectoire prise par la CGT. C'est ce qui l'a animé justement par cette envie de créer une centrale syndicale propre aux Algériens. Et je crois qu'à l'époque, les conditions étaient assez mûres pour aller dans ce sens. Parce qu'il y avait de l'encadrement syndical de qualité qui était formé durant une quarantaine d'années, disons depuis les années 20 jusqu'à arriver aux années 40. Donc, Aïssa Tidir Bourouiba, je le cite encore, Boualem Bourouiba, son frère Hassan Bourouiba, Rabah German, dont le frère était par contre à l'USTA, missaliste, Arski German. On verra que le mouvement national, la division du mouvement national va créer aussi des drames au sein des familles syndicales. C'est dommage. Alors, on va prendre l'appel de Mohamed Rabah. Normalement, il est avec tous ce matin. Bonjour Mohamed Rabah. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir ce matin parmi nous, puisque vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup de choses à dire aussi concernant cette date historique. Merci de l'invitation, mais j'ai suivi l'émission. Je vois que mon ami Aït Mohob a finalement tout dit. Oui. Qu'est-ce que je peux ajouter? Parlez justement de cette... Simplement ajouter une chose, c'est que la décision de créer l'Union générale des travailleurs algériens a été prise par le FLN si on se base sur une lettre de Abdel Ramlan, qui était responsable à Alger, envoyée à la délégation extérieure du FLN qui se trouvait au Caire. Il écrit en substance: nous avons décidé de lancer une centrale syndicale, l'UGTA, elle sera lancée ces jours-ci. Et il parle de la création par le MNA, le mouvement national algérien, tendance Messali, créé par Messali, de l'USTA, l'Union des syndicats des travailleurs algériens, le 18 février. Et c'est un peu... la création du GTA était un peu précipitée parce que il ne voulait absolument pas que l'USTA soit admise à la centrale la CISL. Voilà, ça c'est simplement pour ajouter une chose. Effectivement, la création d'une centrale ouvrière, disons, musulmane, pour reprendre le terme de l'époque, l'idée est ancienne. Déjà au congrès du MTLD en 1953, ils avaient recommandé la création d'une... Mais il y avait des réticences parmi des syndicalistes, comme Ahmed Ghermoul, qui ne voulait pas une scission du mouvement syndical sur la base ethnique. Donc ça s'est retardé. C'est arrivé en
en pleine guerre de libération nationale. Et dans les années 30, lors de l'implantation du PPA à Alger, Messali avait demandé aux militants d'adhérer à la CGT, le principal syndicat de l'époque, et de participer aux activités syndicales, aux grèves, et c'est ce qu'ils ont fait. Très bien. Donc, voilà. Votre contribution de ce matin. Ajouter une chose simplement, c'est que l'UGTA a organisé la grève patriotique du 5 juillet 1956, qui a été une grande réussite. Tout à fait. Et la grève aussi du 1er novembre 1956, prélude de la grève des 8 jours de 1957. Et l'UGTA s'est développé tout le long de l'année 1956, malgré la répression. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Rebah. Merci pour votre contribution pour la journée d'aujourd'hui. Surtout, les témoignages sont très importants et Monsieur Rebah a beaucoup toujours de détails dans les faits historiques avec bien sûr des témoignages qu'il rapporte à travers ses écrits. Et il nous les fait partager. D'ailleurs, on l'en remercie. Voilà. Et puis, on continuera sur, bien sûr, le combat et surtout l'assassinat de Aïssa Tidir qui, malheureusement, a été vraiment un assassinat vraiment lâche. Surtout qu'il avait été acquitté par les avocats lors de son procès. Avant d'arriver à l'assassinat de Aïssat, je rebondirai sur ce que vient de dire mon ami Rebah, qui est très pertinent. C'est-à-dire, en l'espace d'un temps très réduit, l'UGTA, avec un dynamisme extraordinaire, va créer son maillage au niveau national et va organiser plusieurs grèves réussies. Il les a citées, mais je reviendrai un petit peu sur la grève de 8 jours. Cette grève-là, elle était une arme à double tranchant. Voilà, parce que c'est cette grève-là qui a permis un petit peu au colonialisme de décapiter la direction du JTA. On verra l'emprisonnement de l'essentiel, l'encadrement du JTA. Et entre autres, Aïssa Tidir qui tombera dans l'image des services de sécurité de la France coloniale et qui sera torturé atrocement, brûlé. Et il va mourir justement de ses blessures. Séquence de ses brûlures. Après son arrestation, il fut acquitté, il sort de prison. Et il sera suivi par 2 gendarmes qui vont procéder à son arrestation et il va finir mort à l'hôpital de ses brûlures. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un assassinat impuni, et non reconnu aussi. Non reconnu parce que, paradoxalement, dans le dernier rapport sur la mémoire de Stora, il parle de Ali Boumoudjel, qui est un militant algérien, qui a été défenestré par les services de SARS, mais il ne parle pas d'autres cas, le cas de Aïssa Tidir, et illustre bien cette répression féroce, cette tendance de la colonisation à utiliser tous les moyens inhumains pour justement défaire le FLN. Et bien, en tout cas, grâce à vous, aujourd'hui, on a pu avoir ce volet historique qui est très important, devoir de mémoire et surtout reconnaissance à tous ceux qui ont milité durant, bien sûr, de nombreuses années pour l'indépendance de l'Algérie, reconnaître aussi le droit des travailleurs algériens qui reste un exemple aujourd'hui de devoir de mémoire pour tous les Algériens et prendre exemple sur le mouvement syndicaliste algérien. Oui. Ça a été ça. Enfin, on termine avec ça. Un dernier mot, rapidement. Peut-être que je dirais que le syndicalisme, canal historique, a été forgé dans la diversité, dans les conditions de la colonisation, des conditions atroces. Le syndicalisme algérien, ensuite, après l'indépendance, a pris une autre trajectoire avec le système économique instauré, etc. Aujourd'hui, on est, je crois, devant des défis historiques nouveaux. D'énormes défis. Et le mouvement syndicaliste est appelé à s'organiser pour relever ces défis, pour renforcer les fronts internes, justement pour une Algérie qui puisse sortir de la crise dans laquelle elle se débat. Tout à fait. Merci beaucoup, Mostafa Ait Mouhoub. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information au niveau de l'APS. Merci à vous et à très bientôt.
Bon courage. On se retrouve juste après ça. On va retrouver Nassiba Djaïdir pour la rubrique Mosaïque. Historique et hommage aux travailleurs algériens. Aujourd'hui, Nassiba, avec nous, elle a célébré la journée du 24 février, n'est-ce pas? C'est une date que vous connaissez bien, vous y avez beaucoup planché dessus durant vos années nombreuses dans la presse écrite. Absolument. Et aujourd'hui, bien sûr, on parle des arts, on parle aussi de bien belles choses, n'est-ce pas, que vous allez nous montrer ce matin. Voilà, vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravis de vous retrouver tous les mercredis. Alors, cap vers la galerie d'art Beya. Alors, la Serbie était à l'honneur dans cette galerie. Une exposition, une belle exposition contrastée aux styles variés, à laquelle participent 13 artistes peintres. Alors, un événement organisé par l'ambassade de la République de Serbie en Algérie, en collaboration avec le ministère de la Culture et le Palais de la Culture, on vous dit Zakaria. Donc participent des artistes confirmés, il participe des artistes confirmés, des jeunes talents, il y a même des étudiants de l'école des Beaux-Arts, une très très belle exposition. Le vernissage a eu lieu en début de semaine, plus précisément dimanche après-midi, dans une très belle ambiance chaleureuse, conviviale. Ça nous a fait rappeler les années précédentes, l'ouverture aussi, la relance des activités culturelles, puisqu'avec la pandémie, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'expositions en présentiel, comme on dit. Oui, voilà, absolument. Il y a eu beaucoup plus d'expositions dans le virtuel qu'en présentiel, donc il y avait beaucoup de monde, il y avait tout le corps diplomatique, des représentants de différents corps diplomatiques. Et surtout, c'est la deuxième édition. Oui, donc il y a eu une première l'année dernière. Et parmi ces artistes, donc il y a eu des artistes... Il y a des artistes qui ont eu l'occasion et le plaisir de visiter la Serbie, un très beau pays. Et d'autres ont peint d'après photos, d'après images, d'après l'imaginaire. On sait que nous avons, donc c'est aussi, faut dire aussi qu'avec la Serbie, l'Algérie a des liens d'amitié, il y a des relations bilatérales entre la République de Serbie et l'Algérie. Et ces relations d'amitié ne remontent pas hier, ça remonte, c'est de longue date en fait. Si on remonte dans l'histoire, la guerre d'Algérie, il y a ces liens d'amitié ont été tissés bien avant. Et il y a un exemple frappant, c'est que il y avait le caméraman et photographe. Alors attendez, je retrouve son nom, c'est Ludovic. Steven Ludovic, qui avait immortalisé, qui a immortalisé ces moments. Il a passé 3 ans au maquis entre 1958 et 1962. Et il nous a quittés en novembre 2017. Il a passé tous ces moments, partagé tous ces moments. Avec le peuple algérien, toujours. Voilà, donc il a immortalisé par des images, il a filmé, et puis on a même dans nos archives, ça existe bien sûr. Ça existe, voilà. C'était que lui rendre hommage aussi, parler de lui, évoquer aussi sa mémoire. Voilà, donc c'est un pays frère et ami. Ce pays frère et ami a été peint, donc la Serbie, par les peintres algériens. Donc on retrouve des œuvres d'art consacrées à la Serbie et des œuvres d'art, d'autres œuvres d'art consacrées à l'Algérie aussi. L'Algérie dans ses traditions, ses ambiances et ses couleurs. Alors on va voir l'exposition. Oui, tout à fait. Vous nous invitez à la découvrir, bien entendu. Ça se passe au Palais de la Culture, au niveau de la Galerie Beya. Et bien sûr, Galerie Beya, il faut un guide pour nous y emmener. C'est Nassiba qui nous y emmène ce matin. Regardez. Ils ont
ont posé leur regard sur l'Algérie et la Serbie. La Serbie, un pays qui inspire les peintres algériens. À la galerie d'art Beya, une quinzaine d'entre eux nous offrent en partage leurs émotions d'artistes. Des émotions avec en toile de fond toute une sensibilité en éveil. Chacun de ces exposants nous fait part de ses ressentis. Dans cette exposition contrastée et au style varié, des œuvres révèlent et interpellent. C'est la 12e édition de l'exposition intitulée « La Serbie vue par des artistes algériens ». Et je suis très heureux et très honoré d'annoncer la participation de 13 artistes algériens avec ces œuvres artistiques qui présentent les motifs, la tradition, l'architecture, le patrimoine culturel de la Serbie. Et notre, bien sûr, expérience, cette soirée sera doublée parce que les artistes vont présenter aussi l'Algérie. C'est un pays magnifique, ainsi que les gens aussi sont magnifiques, les artistes, parce que j'ai participé à un symposium pendant 3 semaines en Serbie, dans un village, j'ai oublié le nom, et j'ai été agréablement surprise. Je n'oublierai jamais ce séjour et je retournerai, Inch'Allah. Dans la réalité, l'imaginaire ou d'après photo, les artistes donnent libre cours à leur créativité. Des artistes dont certains d'entre eux ont visité la Serbie. Bien des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent dans leurs œuvres d'art. Des œuvres d'art qui décrivent et racontent la Serbie. La Serbie, à travers ses paysages, ses sites, ses monuments historiques, ses scènes de genre et la vie quotidienne. À chacun sa manière de voir et de s'exprimer. Ce qui concerne les tableaux de la Serbie, c'est par rapport à des photos que j'ai vues dans des revues. C'est des forteresses de Belgrade, des forteresses de Bak, de certaines villes de la Serbie. J'ai été interpellée par ces photos. C'est quelque chose de... Vous allez revoir sur mes tableaux comment je me suis exprimée. En dessinant la Serbie, j'ai aimé vraiment. Les paysages, la culture, le langage. J'ai aimé tout dans la Serbie. Surtout, moi, c'est le côté traditionnel qui m'intéresse beaucoup. Parce que moi, je dessine une tradition. Les traditions, je les dessine. Je les donne une touche algérienne. En même temps, j'ai mis les couleurs de la Serbie telles qu'ils sont, mais j'ai changé le style. J'ai un tableau qui est nommé la fusion entre l'Algérie et la Serbie. Dans ces œuvres d'art, bien des émotions à partager dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et la Serbie. L'Algérie et la Serbie qui ont tissé des liens d'amitié depuis bien longtemps. L'histoire est là pour en témoigner. Des regards croisés, des regards posés sur un pays, frères et amis. Dans cette diversité d'expressions, il y a toute une gestuelle en action. Une dynamique artistique, des approches plastiques dans des peintures qui accrochent bien des regards. Vraiment, cette initiative a été formidable, comme ça de connaître un peu la Serbie, les monuments, leur nature, ce qui existe, une sorte de rapprochement. Et en même temps, nos œuvres, nos peintures, surtout le but de faire connaître la Serbie avec une plume, un pinceau algérien. Cette participation m'a vraiment intéressé parce que quand j'ai fait la recherche sur la Serbie, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre nous et la Serbie, surtout sur le côté de la campagne, la vie rurale. Et voilà, j'ai trop aimé la Serbie. Ils ont une culture très riche, des graphismes très riches. J'ai participé avec 4 tableaux, 2 sont spécialement pour la Serbie
2, ils sont des tableaux personnels. Ils sont tous faits avec la peinture à l'huile. Dans l'harmonie des formes et des couleurs, une belle bulle d'émotion. Une ambiance chaleureuse et conviviale, des échanges et des rencontres au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. C'est dire le rôle de la culture pour le renforcement de l'amitié entre les peuples. C'était magnifique, 13 artistes algériens qui se sont exprimés à travers leur palette et surtout comment ils regardent et ils voient la Serbie. Absolument, chacun a traduit ses émotions d'artiste, qu'il soit parti en Serbie ou pas, que ce soit d'après photo ou dans l'imaginaire. Donc il y a plusieurs choses, chacun a pu traduire ses émotions, extérioriser ses états d'âme. Et encore plus ceux qui ont eu l'occasion et l'opportunité de visiter la Serbie. On aura reconnu plusieurs artistes peintres. Et puis, il y a son Excellence l'ambassadeur de la République de Serbie en Algérie, Alexander Jankovic. On a vu, il a intervenu, il a parlé de cette exposition, de ces échanges culturels entre l'Algérie et la Serbie. Et surtout cette exposition qui lui tient à cœur, il la renouvelle pratiquement chaque année. Absolument, et ces liens d'amitié, il a même rendu hommage à travers cette exposition. Il y a eu une allocution d'ouverture de la ministre de la Culture et aussi de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, à travers laquelle il a rendu hommage à Steven Labudovic. Labudovic, on en a parlé il y a un petit moment, qui avait passé des images du front. 3 années au Maquis et a suivi les Moudjahidines au Maquis dans la lutte, dans leur combat pour la libération de l'Algérie. Tout à fait. Donc c'était très très émouvant. Et on aura reconnu aussi dans cette exposition Djemila Bepsa, qui est partie en Serbie. Et elle a même tissé des liens d'amitié avec des Serbes. Elle a passé un excellent séjour. Elle en parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Il y avait d'autres artistes qui n'ont pas eu cette chance de partir, mais qui comptent y aller. On a vu dans le reportage Laïb Nejma, Dalila Brili, Yassine Kezas et le plus jeune, c'est Ahmed Mechedel, un jeune étudiant des Beaux-Arts. C'est toujours de nouveaux artistes, c'est-à-dire quand il y a eu la première édition, il y a toujours un renouvellement dans le travail de Oui, enfin ce sont d'autres artistes, pas spécialement les mêmes artistes, mais il y a eu d'autres artistes. Il y avait quelques-uns qui ont certes participé à la première édition, qui s'était déroulée à l'Opéra d'Alger, la première édition, et cette fois-ci, c'est au Palais de la Culture, une belle exposition. Le montage s'est fait par une équipe très dynamique qu'on salue ce matin si nous regarde, l'équipe du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, très chevronnée dans le montage des expositions, parce que ce n'est pas facile de monter une exposition. La galerie est très belle, et en plus ils sont très très chevronnés, donc ils ont de l'expérience dans le domaine. Ils sont habitués la scénographie dans une exposition, c'est très important, mais pour le montage d'une exposition, donc il faut prendre le temps qu'il faut, monter l'exposition. Le montage est très important. Surtout quand il s'agit d'une exposition collective. Une collective, voilà, absolument. Vraiment donner la bonne place. Au tableau, et la plupart des artistes ont participé avec 2 ou 3 œuvres, et certains, je vous le disais, sont partis en Serbie. Il faut dire aussi que je rajoute aussi, pour rappel, qu'il y a une association, les Amis de l'Algérie, une association qui a été créée, qui est fondée en Serbie et créée en 2002. Elle a 18 ans, 19 ans d'existence, et là, donc elle active. C'est une association qui est active et qui a contribué justement à ces échanges culturels entre l'Algérie et la Serbie. Voilà. Et les membres de cette association, ce sont d'anciens diplomates qui étaient en Algérie, des entrepreneurs, il y a des travailleurs qui ont séjourné. En tout cas, c'est une belle association qui va faire pour renforcer justement cette amitié, les liens d'amitié. J'ai dit dans le reportage, c'est dire le rôle important de la culture pour renforcer justement
simplement les les liens d'amitié. Voilà, parfait, merci beaucoup Nassiba. Donc rendez-vous pris déjà pour la semaine prochaine avec une autre rencontre à travers les arts. Donc chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec la rubrique Mosaïque de Nassiba. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine avec plaisir. L'exposition sera toujours en place jusqu'au... Alors, elle est en place jusqu'au 5 mars prochain. Parfait. Et puis, il y a un autre programme en perspective aussi riche qu'imposant de la part du Palais de la Culture. On aura le temps de l'évoquer. Voilà, c'est déjà la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci de suivre toujours les programmes de Canal Algérie. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 8h30 avec Iman Mahrougras à partir d'Oran. Et puis, vous aurez le plaisir de retrouver aussi le Studio 7 avec Nour Louda Bouzegaou à partir de vendredi prochain. Merci et bonne journée.